Nach seiner unendlichen Barmherzigkeit erscheint mir noch einmal unter den Menschen in der gleichen irdischen Gestalt, in der wir vor 50 Jahrhunderten 33 Jahre lang unter ihnen wandelten. Michel Onfray, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît ? Eh bien, écoutez, j'ai 61 ans depuis le 1er janvier dernier. Je suis philosophe, j'ai écrit plus d'une centaine de livres, traduits dans une petite trentaine de pays. Mon père était ouvrier agricole, ma mère femme de ménage, et j'essaie de rester fidèle à ce monde dont je viens. Vous avez récemment publié 2 livres très différents, Grandeur du petit peuple et Les chemins de votre enfance, si j'ose dire. Est-ce que le premier n'est pas le paroxysme du Michel Onfray, enragé, formidable polémiste, en colère ? Tous mes livres se parlent d'une certaine manière. C'est-à-dire le petit livre dont vous parlez s'appelle Le chemin de la Garenne, l'autre s'appelle Grandeur du petit peuple, et le chemin de la Garenne raconte, comme son nom l'indique, un chemin qui est une boucle. J'ai une maison dans mon village natal à Chambois, qui est une boucle qui suppose que quand je pars à droite de ma maison, quand je pars à gauche de ma maison, je la fais dans un sens ou je la fais dans l'autre, mais je passe devant l'église, je passe devant la mairie, l'école publique, la poste, une usine qui a disparu, des commerces qui ont disparu. On rentre dans un petit chemin qui est à proprement parler le fameux chemin de la Garenne. Il y a un petit bois. Dans ce petit bois, j'ai plein de souvenirs d'enfance. Et puis, on passe ensuite devant un cimetière. On revient dans le village qui est accolé à Chambois. Et puis là aussi, j'ai un certain nombre de souvenirs, y compris la dame qui m'a appris à lire, à écrire, à compter, d'une certaine manière à penser. J'avais 4 ou 5 ans. Elle était très catholique, très pieuse, et nous apprenait l'histoire sainte, mais aussi le nom des fleurs, le nom des plantes, le nom des arbres. Et puis je rentre chez moi. Et donc j'ai fait un récit qui, d'une certaine manière, raconte ce qu'a été ce village pour moi, comment j'ai été fabriqué par la nature, par la ruralité, par la province, par la campagne, et comment je suis resté fidèle à ce monde-là, de sorte que l'autre livre, Grandeur du petit peuple, qui raconte ma proximité avec les Gilets jaunes, sous forme d'une chronique. J'ai suivi le mouvement des Gilets jaunes du début jusqu'au dernier mois, 2 ou 3 derniers mois, et j'ai raconté cette histoire parce que, un peu dans l'esprit, alors évidemment en toute proportion gardée, mais du Hugo de Choses Vues ou de Tocqueville, des souvenirs, je me suis dit, il faut raconter cette histoire. Elle est en train de se faire, cette histoire. Je ne sais pas vers quoi elle va, mais je vais la raconter au quotidien. Donc à chaque fois que quelque chose avait lieu et qui méritait selon moi d'être chroniqué, je faisais un petit texte. Mais ce sont finalement l'avers et le revers d'une même médaille, de la même manière que quand j'écris des textes esthétiques ou des recueils de poèmes, parce que j'écris aussi de la poésie, j'ai fait une dizaine de recueils de poésie, je dis la même chose différemment, ce sont des angles d'attaque différents, mais c'est toujours pour raconter une même chose. Et vous avez raison de parler d'une colère, d'une saine colère, d'une certaine manière. Moi, j'aime assez le Jésus des marchands du temple, qui est un moment donné où il faut effectivement, au nom de ce qu'il faut faire et pas faire, dire et pas dire, manifester de la colère. J'estime par exemple que quand des députés votent contre le fait qu'on puisse augmenter le temps de congé de parents qui ont perdu leurs enfants et qu'on puisse passer de 5 jours à 12 jours, et que des députés disent non, il n'est pas question que une loi passe allant dans ce sens, je ne peux qu'être en colère. Et elle est saine, la colère. Et je pense que quand on n'est plus en colère, c'est que on a fait son deuil des choses, de sa jeunesse, de son adolescence, de la pureté de l'adolescence. Il faut porter un certain nombre de combats auxquels on a cru quand on avait 20 ans. Vous ne voyez donc pas d'hiatus entre la violence talentueuse du premier et la tendresse un peu surprenante du second ? Non, pas du tout. Je suis violent avec des gens violents. Je le suis verbalement.
C'est-à-dire que je ne supporte pas, par exemple, de voir la tête de Macron au bout d'une pique. Ça, je n'accepte pas. Je n'accepte pas de voir des pancartes disant une cagnotte pour la guillotine. Je n'accepte pas Mélenchon et les siens disant de Robespierre qu'il est formidable, de la terreur que c'est fantastique, ou d'Alexis Corbière qu'il fasse l'éloge des Jacobins en estimant que c'est l'horizon indépassable de la Révolution française. Non, pas du tout. Moi, je ne veux pas qu'on fasse couler le sang de qui que ce soit. D'ailleurs, je suis un opposant radical à toute peine de mort. Je ne vois pas comment ces gens-là pourraient dire qu'ils sont contre la peine de mort, puisqu'ils estiment que quand il s'agit de Louis XVI, c'est très bien, Marie-Antoinette, c'est très bien, les aristocrates, c'est très bien, les prêtres, c'est très bien. Non, on est pour la peine de mort dans ces cas-là, faut arrêter de jouer avec les mots. Et donc, ma violence est verbale, et j'estime qu'elle est un peu nécessaire, parce que la colère ne va pas sans un minimum de violence. Alors c'est une violence contenue et maîtrisée. Je suis un auteur français en ce sens. Je suis un héritier de Voltaire. Il y a beaucoup d'ironie dans ce que j'écris. Il y a beaucoup d'humour. Il y a beaucoup. Enfin, on peut le trouver pas drôle. Mais je veux dire, il y a de l'humour, il y a du cynisme, il y a de l'ironie, il y a une plume un peu acide, parce que je suis aussi un enfant des moralistes français. Est-ce qu'il y a de la violence chez Chamfort, par exemple, ou chez La Rochefoucauld, ou chez Rivarol, ou chez Vauvenargues, je ne suis pas bien sûr, mais il y a une cruauté qui me paraît évidente, et puis il y a parfois quelques bonheurs d'expression chez ces gens-là qu'on a parfois envie d'imiter, parce qu'on se dit, mais quelle belle langue il y avait chez les moralistes français, quelle belle langue chez Voltaire, et pourquoi ne pas porter encore cette langue-là avec de temps en temps effectivement l'envie de ferrailler avec des gens qui sont quand même d'une violence bien plus brutale que la mienne. La mienne n'est jamais qu'une violence verbale, que la violence d'un Diogène d'aujourd'hui, je dirais. C'est pas la même chose que la violence de gens qui nous disent vous allez travailler plus longtemps, plus difficilement, on n'a aucun souci de la pénibilité de votre travail. Je crois que c'est une contre-violence bien douce, celle des mots, par rapport à la violence brutale qu'on inflige à des vies. Vouloir penser, parler, écrire librement aujourd'hui, Michel Onfray, est-ce que ça n'est pas un tour de force et relever en permanence un défi ? Oui, absolument, mais j'ai construit ma vie pour ça. C'est-à-dire que on peut... Alors, j'ai beaucoup raconté cette histoire, mais quand j'ai envoyé mon manuscrit par la poste en 1988 et que mon éditeur d'alors m'avait dit changez de vie, changez de femme, changez de métier, venez à Paris, on va vous faire carrière, rencontrer les gens utiles, etc. J'ai dit non, merci, pas envie du tout de ce genre de choses. Et j'ai souhaité, au contraire... fabriquer, alors je ne vais pas dire une œuvre parce que c'est un peu prétentieux, mais je veux dire des livres qui puissent faire sens. Il y avait à peu près que ça qui m'intéressait. Je n'avais pas du tout envie d'autre chose que ça. Et j'ai bien compris à ce moment-là que finalement il y avait la possibilité de faire carrière, mais en étant redevable. Et j'aurais dû des choses à plein de gens. Et je ne voulais pas être redevable. J'avais un poste dans l'enseignement, j'étais professeur dans un lycée technique, j'avais soutenu ma thèse, ma directrice de thèse m'avait proposé d'entrer à l'université en me disant vous êtes nul en anglais. C'était déjà le cas. Vous allez apprendre l'anglais à Ottawa, et puis vous allez apprendre l'allemand à Fribourg en Suisse, et puis quand vous reviendrez dans une université française, on vous fera revenir à Caen, et vous serez dès lors enseignant à l'université. Je me suis dit, mais je n'ai pas eu ma mention, j'ai eu une mention très bien à ma thèse, mais j'ai pas eu de félicitations du jury parce que j'avais cité Wagner. On avait estimé que Wagner ne relevait pas de la philosophie, que je mélangeais les genres, etc. Je me suis dit, mais je vais pas rester à l'université où on m'empêche de citer Wagner si j'ai envie de citer Wagner. Donc je me suis dit, je ne veux dépendre de rien ni de personne. Je travaille, j'avais mon métier dans un lycée technique où j'adorais mes élèves, et je me suis dit, eh bien, ça va être comme ça toute mon existence. Je ne veux pas demander, parce que quand on demande quelque chose et qu'on obtient, on est redevable, sauf à être dans l'insolence des gens irrespectueux. Mais c'est pas comme ça qu'on m'a éduqué, et donc je n'ai jamais rien demandé à personne. Ceux qui m'ont fait, ce sont mes lecteurs, ceux qui ont acheté mes livres, ils m'ont offert ma liberté, et donc le CNRS ne peut pas me mettre à la porte, l'éducation nationale ne peut pas me mettre à la porte, un éditeur ne peut pas me mettre à la porte, même si ça a pu se faire parce que je vais ailleurs, je fais autre chose, je fais autrement, et puis on peut me mettre à la porte de France Culture, où j'ai obtenu des records d'audience avec 1 million de podcasts avec les cours de l'Université populaire, et me mettre à la porte tout de même. Eh bien, je continue quand même parce que j'ai créé ma web TV, mon média autonome et indépendant, j'écris ce que je veux, je dis ce que je veux, et personne ne peut m'acheter puisque je ne suis pas à vendre et que je ne dépends de rien d'autre ni personne que des lecteurs qui me font vivre. Cet échec dû à l'université officielle, Michel Onfray, n'a jamais été une blessure pour vous? Pas du tout, au contraire. C'est moi qui ai choisi, donc c'est pas un échec. C'est-à-dire, on m'a proposé, j'ai dit non. C'est pas, j'ai souvent entendu ça en disant, il est jaloux, il aurait tellement aimé être professeur d'université, il l'a pas été, il a créé une université populaire pour ça, etc. Mais il faut que les gens sachent que Madame
Madame Goyard, qui est toujours vivante, qui a été ma directrice de thèse, je parle donc sous son contrôle et c'est susceptible d'être vérifié, m'a proposé d'entrer à l'université et que c'est moi qui ai refusé d'entrer à l'université. Donc je ne vois pas pourquoi je serais un ressentimenteux sur ce terrain-là. Je ne voulais pas de ça. Donc voilà, j'étais dans un lycée où je pouvais travailler, gagner ma vie et en même temps écrire librement. C'est ça que je voulais faire, moi, écrire librement. C'est-à-dire que j'avais pas envie d'écrire un livre que j'aurais soumis à pas mon directeur de thèse, mais mon professeur qui aurait dit ah non, ah oui, pas d'accord, ah oui mais non, etc., etc. J'avais avec Madame Goyard des discussions de fond sur des auteurs, sur Hobbes par exemple, ou sur la Boétie, sur lesquels elle avait travaillé, mais elle me faisait l'amitié, si je puis me permettre, mais de me permettre des conversations avec elle. J'étais son étudiant, elle aurait tout de même pu me dire j'ai pas à discuter avec vous. Et je me disais, mais ces conflits d'interprétation sont bien parce que finalement ça n'engage à rien, mais je serais son professeur inférieur, je dirais, à l'université, je serais bien obligé de ne pas publier ces choses-là, etc. Donc j'ai voulu garder ma liberté en disant non à cette carrière que je n'ai pas voulu. Donc l'argument ne tient pas du tout de ceux qui disent qu'effectivement j'aurais tellement aimé être professeur à l'université. Donc sur ce plan comme sur d'autres, Michel Onfray, il ne faut pas vous appliquer la phrase de Proust, les idées succédanées des chagrins. On a tendance à penser que parfois votre violence, votre rage, votre talent sont le résultat de certaines blessures initiales. On peut appeler ça des blessures, moi j'appelle ça des fidélités. C'est-à-dire que oui, j'ai vu mes parents humiliés, j'ai vu des patrons humilier mes parents, tout ça était avant mai 68. Après mai 68, ça n'a plus été possible pareillement. C'est une autre humiliation qui est arrivée, beaucoup plus aveugle, beaucoup plus violente, beaucoup plus brutale. C'était les directeurs du personnel qui manifestaient cette violence-là. Sinon, j'ai effectivement connu, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je veux dire, si je dis je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par exemple, mon père avait son dimanche pour lui, et quand la moisson avait lieu, on venait le chercher en lui disant tu viens travailler, la moisson oblige, la météo est bonne, etc. Et mon père partait, il n'y avait pas de dimanche, c'était pas grave. Et il travaillait 10-12 heures par jour au moment de la moisson, et on lui demandait de travailler le dimanche, et il travaillait aussi, c'était pas le genre de mon père de se plaindre, mais on ne lui payait pas ce travail-là. On ne lui disait pas ça fait tant d'heures supplémentaires. Et l'hiver, quand le sol était gelé, on aurait pu lui dire reste 3 ou 4 jours chez toi. T'as travaillé, t'as fait au moins 2 mois pendant le mois de la moisson, eh bien, reste 3 ou 4 jours chez toi, etc. Pas du tout. Quand le sol était gelé et qu'on pouvait pas le travailler, alors eh bien, il fallait nettoyer les tracteurs, graisser, repeindre ceci ou repeindre cela, etc. Et je me suis dit, mais c'est quoi le monde du travail finalement ? On humilie les gens, on vient les chercher, on les paie pas, on les paie mal, on estime que finalement ils sont là pour ça, ils sont taillables et corvéables à merci. Et j'ai le souvenir de m'être dit, je ne sais pas ce que je deviendrai un jour, mais je n'oublierai jamais ça, ces humiliations-là. Alors on peut dire rage, blessure, etc. Oui, mais je dis simplement que mes parents n'avaient pas voix au chapitre, on leur demandait pas. Ma mère était femme de ménage et régulièrement la personne qui l'employait, enfin l'une des personnes qui l'employait, mettait des pièces sous les lits ou sous les fauteuils pour voir si ma mère volait toutes ces pièces. Et un jour, on a dit à ma mère qu'elle était une voleuse, puisque effectivement, il y avait des pièces qui étaient régulièrement mises ça et là, et que ces pièces disparaissaient. Ma mère est allée en direction d'une cheminée, il y avait 2 pots sur cette cheminée, elle a pris l'un des pots qu'elle a renversé, elle a dit, elles sont là, vos pièces. Et donc, oui, je suis fidèle à ça. Alors, colère, rage, c'est comme on voudra, mais je dis simplement que des gens ont rendu ça possible. C'est-à-dire l'humiliation des gens qui n'étaient que des pauvres, que des miséreux, que des travailleurs, etc. Alors j'aurais pu, après ça on aurait dit, ah bah oui, mais enfin, il a changé de classe, et donc c'est un parvenu, il est infidèle à son milieu d'origine. Enfin, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Alors on dit, mais j'ai eu droit à ça récemment, Guillaume Durand estimant que mes analyses ne pouvaient pas être pertinentes puisque j'étais fils de pauvre. Il lui est pas venu à l'idée que lui, fils de galeriste extrêmement riche, ses analyses pouvaient être tout autant impertinentes. Donc moi je n'estime pas que les analyses sont impertinentes parce qu'elles procèdent d'une sociologie, que chacun a sa sociologie. Sauf que ma sociologie est plutôt rare dans ce milieu-là. Si vous prenez les philosophes, regardez un petit peu leur milieu, vous apercevez que un Bernard-Henri Lévy, parent très aisé, un Alain Badiou, très opposé d'un point de vue philosophique, parent très aisé, tous les deux normaliens. Et puis finalement tous les deux opposés aux Gilets jaunes. C'est pas inintéressant comme remarque et comme réflexion.
Donc, faisons de la sociologie, un peu comme Proust, qui finalement défend une idée nietzschéenne, hein, cette idée que les idées procéderaient d'une biographie, ça je le crois absolument, et ça n'est pas parce qu'elles procéderaient d'une biographie qu'elles seraient invalidées. Quand Bourdieu nous dit qu'il faut la science, qu'il faut des chiffres, parce que lui, il est dans la sociologie et dans les chiffres, dans les tableaux et dans les statistiques, parce qu'il est crédible, et puis à la fin, il écrit un petit livre qui est un livre d'autocritique, ça s'appelle Autocritique en 2 mots, qui est le plus beau livre de Bourdieu, où il raconte justement sa fidélité à ses parents modestes, le fait qu'il soit devenu professeur au Collège de France. Ben, je dis, et alors ? Pour moi, ça ne le discrédite pas, au contraire, ça le crédibilise, absolument. Donc oui, appelons-en à la biographie, mais pas du tout pour décrédibiliser, parce que toutes les biographies justifient qui est quoi, qui pense quoi, et quel est le trajet de tel ou tel. Votre œuvre, avec les guillemets que vous mettez vous-même, est-elle un hommage à vos parents, une formidable revanche ? Revanche, non. Hommage, oui. Je ne suis pas dans une logique de revanche. Je vous dis, je suis dans une logique de mémoire et de fidélité. Mais je ne me suis pas choisi comme ça, enfin, sauf à parler le langage de Sartre, mais je suis comme ça. C'est-à-dire que je suis un peu hypermnésique et je n'ai rien oublié de ce que j'ai vécu. Je n'ai pas oublié le bien qu'on m'a fait, je n'ai pas oublié le mal qu'on m'a fait non plus. Je sais pardonner parce que je suis dans une logique hédoniste. Ça sert à rien de passer sa vie à en vouloir à quelqu'un. C'est une souffrance vous avez été infligée, c'est pas la peine de vous la réinfliger tous les jours en vous la rappelant. Donc une fois suffira. Et puis voilà. Mais je pense être affligé, j'allais dire doué, mais plutôt affligé de cette mémoire un peu excessive et un peu proustienne qui me fait viscéralement, c'est-à-dire vraiment ça renvoie au viscère, me souvenir de ce que j'ai vu, de ce que j'ai vécu. J'ai travaillé dans une usine dans mon village, par exemple, dans une fromagerie pour me payer mes études. Donc je savais bien, moi, que j'y travaillerais l'été et puis que 2 ou 3 mois après, ce serait fini. Et j'ai vu des gens humiliés au travail. Et une saison, j'ai quitté tout ça parce que je trouvais que le contremaître, comme on disait à l'époque, parlait mal aux autres et me parlait mal à moi. Il me faisait des signes, comme si j'étais une bête, en me faisant signe que c'était l'heure d'aller manger. Il me disait pas que c'était l'heure d'aller manger, il faisait un signe pour me dire « va bouffer », quoi. Et à un moment donné, j'ai arrêté tout. Alors j'étais à la chaîne, et donc la chaîne s'est arrêtée. Et dans l'usine, une chaîne qui s'arrête, ça fait du bruit, si je puis me permettre l'expression. Et donc, je suis allé vers lui, et tout le monde s'est dit, il va lui mettre la main sur la figure. C'est évident, il va se battre, quoi. Et c'est pas mon genre, je suis pas du tout violent. Et j'ai enlevé mon calot, j'ai enlevé mon tablier, on était trempés, remplis de petits laits. Je lui ai donné tout ça, hein. Et puis j'ai vu le regard des gens dans cette pièce de l'usine, là. Il y avait 7 ou 8 personnes. Et j'ai vu leur regard, un mélange de terreur et d'envie, en se disant, mais il va se passer quoi ? Ils vont se battre, et puis d'envie du genre, lui, il peut se le permettre. Il peut se permettre de dire, ça suffit, à ce monsieur qui se comportait mal avec tout le monde. Et quand j'ai quitté cette usine, je me suis dit, alors non pas je me vengerai, c'est pas vraiment mon état d'esprit, mais je n'oublierai jamais. Je n'oublierai jamais le regard de ces gens qui me disaient d'une certaine manière « toi tu peux, nous on peut pas ». Et je me suis dit, j'ai peut-être inventé, mais quelque chose du genre « eh bien, ne nous oublie pas une fois que tu auras passé les portes de l'usine ». Donc oui, je suis fidèle aussi à des moments comme cela. Comment faites-vous pour concilier cette authentique modestie que je sens chez vous, cette mémoire qui a été humiliée, et en même temps, évidemment, l'extraordinaire réputation que vous avez aujourd'hui auprès de beaucoup de gens? La mesure de ma réputation, elle est faite par les gens que j'aime, et c'est pas beaucoup de monde. Et c'est notamment 2 personnes décédées. Donc il me reste pas grand monde pour savoir ce que je suis, ce que je vaux, et le reste m'est absolument indifférent. C'est-à-dire, il y a une 15aine de livres écrits contre moi, beaucoup de haine, beaucoup de mépris, beaucoup d'inventions. Encore récemment, on me prêtait un goût pour les passions sadomasochistes dans des boîtes de nuit parisiennes où je n'ai évidemment jamais mis les pieds. Donc, on m'invente une biographie, et y compris par des gens qui se présentaient comme mes amis d'ailleurs. On m'invente une biographie parce que les gens délirent absolument sur mon compte. On m'invente tout, on a à peu près dit tout sur moi. Pédophile refoulé, de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, je sais pas quoi, enfin, croyant contrarié, mystique, vichiste, pétiniste, stalinien, Jdanov même. Je me souviens de Roger Paul Droit disant que j'étais le Jdanov de la culture dans Le Monde quand j'ai publié le premier volume de ma contre-histoire de la philosophie. J'ai été tellement insulté que je suis mitridatisé, ça m'est totalement indifférent. Mais en revanche, je pense que je mourrais si mon père, jadis, aussi Marie-Claude, qui était 37 ans ma compagne, m'avait dit, ou
Dorothée, qui est mon épouse aujourd'hui, donc me disait ce que tu as fait n'est pas bien. Tu t'es mal comporté. Alors là, oui, je pense que je serais dans la vraie souffrance et dans la vraie douleur, mais que les avis viennent d'ici, de là ou d'ailleurs, et que ce soit tout et n'importe quoi, de l'insulte, et même des éloges. Je ne tiens pas en grand égard les éloges qu'on me fait, souvent les éloges excessifs et les insultes sont l'avers et le revers d'une même médaille. J'ai rencontré des gens comme ça qui étaient susceptibles de se retourner assez facilement. Des gens à qui on a donné son amitié et qui, à un moment donné, vous la reprennent parce qu'ils estiment que le contre-don est impossible, alors que j'appelle pas au contre-don, j'appelle à l'affection, j'appelle pas, et qui d'un seul coup deviennent vos pires ennemis sans qu'on comprenne pourquoi. Et puis parfois l'inverse aussi, vous avez des ennemis, il suffit juste un jour, moi il m'est arrivé de dire à quelqu'un qui me pourrissait la vie à chaque fois que je faisais une université populaire du goût à Argentan, qui me regardait un peu bizarrement au point que les gens disaient ce type a un drôle d'air et on pensait même en termes de sécurité quoi. Puis un jour je suis allé le voir. Et je lui dis, mais c'est quoi votre problème? Qu'est-ce que vous me reprochez? On en parle parce que là, tout le monde a l'impression que vous avez un couteau dans la poche, que vous allez venir m'égorger. Il vous arrive de temps en temps de prendre la parole pour dire des choses extrêmement désagréables sur mon compte, etc. C'est quoi votre problème? Et puis, on va en parler, mais que je sache au moins. Et là, il me dit, mais non, je vous adore. Mais je lui dis, pourquoi vous vous comportez comme ça alors? C'est quand même bizarre, pourquoi vous m'agressez en public, pourquoi vous... Et donc la psychologie des hommes, je sais un peu ce que c'est, quoi. J'ai été très tôt placé dans un orphelinat, j'ai connu les coups dans mon enfance, donc si on ne prend pas des leçons de psychologie à ce moment-là, c'est qu'on n'en prendra jamais. Donc je sais comment fonctionnent les hommes, un peu. Donc je ne suis pas atteint par la plupart d'entre eux. Mais je vous dis, j'ai une garde extrêmement rapprochée, à laquelle je crois beaucoup, et qui peut faire ma pluie et mon beau temps. Vous avez enseigné durant plusieurs années, Michel Onfray, et je crois que vous avez quitté l'enseignement en 2002 pour créer l'Université populaire de Caen, où vous avez instauré, si j'ose dire, une contre-histoire de la philosophie. Pourquoi, au fond, toute histoire officielle est-elle un mensonge dans l'enseignement comme ailleurs ? Alors, je dirais pas que c'est un mensonge, mais vous avez raison de parler d'une histoire officielle. C'est-à-dire que, alors contrairement aux gens qui pensent effectivement que j'aurais tellement aimé être prof de fac que je me suis fait ma fac moi-même, que je me suis, etc. C'est pas du tout ça le but. J'étais même très respectueux au contraire de ce que les gens font à l'université, en disant j'ai pas besoin de faire une histoire de la philosophie, elle existe déjà et les universitaires font ça très bien. J'ai pas besoin moi aussi de refaire un cours sur Platon, de refaire un cours sur Aristote, sur Descartes ou voilà. Et je me suis dit je vais refaire le travail pour mon compte, mais j'ignorais à quel point ce serait un chantier considérable. Donc je me suis dit, je travaille, et je passais 4 mois d'été à lire intégralement les œuvres complètes des gens dont je parlais. Ce que peu de gens font. Et alors là, vous découvrez des choses extraordinaires quand vous travaillez. Notamment que, par exemple, les présocratiques n'existent pas. C'est-à-dire, on dit les présocratiques, on vous enseigne ça à l'université, puis vous dites, mais tiens, Démocrite, il survit 40 ans à celui qu'il est censé précéder, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un problème. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance, et ce jusqu'au XXe siècle, on ne découvre qu'effectivement qu'une construction. Et en fait, l'histoire, effectivement, elle est écrite par les dominants. Et il est bien évident qu'une histoire de la philosophie occidentale écrite en Union soviétique, c'était pas du tout l'histoire de la philosophie qu'on écrit aujourd'hui. Et c'était pas non plus celle qu'on écrivait dans les années 50 en France. Les Breillet, par exemple, ou ce genre Émile Breillet, ou ce genre d'auteur. Et donc, j'ai découvert les choses en travaillant. Et là, je me suis pas dit, je vais casser la baraque, je vais tout détruire. Non, je me suis juste dit, je reprends les choses à mon compte. Et alors là, je découvre ça avec les présocratiques, que finalement, il y a une diversité incroyable, que cette diversité, on veut la nier. Et pourquoi veut-on donc la nier? Simplement parce qu'il y a un modèle christique qui suppose que dans la relation entre Jésus et Dieu, finalement, il y aurait la vérité du monde, et que la relation entre Platon et Socrate est une relation de ce type-là, et que comme on compte avant et après Jésus-Christ, eh bien on compte en présocratique ou en post-socratique. Et je me suis dit, mais ce mécanisme-là, je vais essayer de le mettre à jour sur 25 siècles d'histoire de la philosophie. Donc j'ai fait ça effectivement pendant 15 ou 16 ans parce que j'ai été 20 ans professeur dans un lycée technique et puis Le Pen est arrivé au second tour des élections présidentielles, Jean-Marie Le Pen. Et Jean-Marie Le Pen, c'était quand même très précisément de l'antisémitisme, de la xénophobie, du racisme, des dilections pour l'Algérie française, pour la torture, pour Vichy, pour Pétain. Et ces 2 volumes de mémoire témoignent encore. Cet homme
n'a pas changé d'avis. C'est effectivement une variation sur le thème de Vichy et de Pétain, Jean-Marie Le Pen. Et donc je me suis dit, alors qu'il était au second tour et que chacun savait que, évidemment, Jacques Chirac serait élu, les intellectuels ont dit le fascisme ne passera pas, appelons à voter Chirac, etc. Mais il y a aussi des raisons qui font que si Le Pen est au second tour, c'est que peut-être depuis 15-20 ans, vous faites une politique qui a conduit Jean-Marie Le Pen au second tour. Et moi, mon problème, c'est pas de descendre dans la rue, de signer des pétitions, c'est de me dire qu'est-ce que je peux faire pour que ça ne recommence pas, pour lutter contre les idées de Jean-Marie Le Pen. Et donc, j'ai créé cette université populaire parce que, à l'époque, il y avait un ouvrier qui s'appelait Georges Deherme qui avait créé les universités populaires au moment de l'affaire Dreyfus. Deherme disait l'antisémitisme procède d'une bêtise. C'est parce qu'on n'a pas la culture, l'intelligence, la réflexion, que d'un seul coup on estime que les Juifs, en les assimilant tous sous un même concept, en les essentialisant, sont tous des gens qui sont des traîtres à la nation, qui aiment l'argent, qui ceci, qui cela, etc. Et donc Deherme disait, on va faire venir tous les intellectuels de l'époque et leur faire rencontrer la classe ouvrière. J'utilise le vocabulaire un peu de l'époque. Mais, excusez du peu, c'était des gens comme Paul Valéry, comme Simone Veil, la philosophe, ou comme Bergson, qui allaient rencontrer les ouvriers dans les séances d'université populaire. Donc là, on est à la fin du 19e siècle. Et je me suis dit, eh bien, je crée ça, une université populaire qui sera l'occasion de lutter contre les idées de Jean-Marie Le Pen, avec du savoir, avec de la culture, donc bénévolat, gratuité. J'ai travaillé 15-16 ans gratuitement et bénévolement. J'ai pas gagné un seul centime. Et on demandait aux gens de venir avec le désir de venir. Donc on leur demandait pas un diplôme, on leur demandait pas d'argent, de nom, on leur demandait pas de compétences, on leur demandait pas d'engagement, on leur disait pas si vous êtes venu, faut revenir, etc. Pas du tout. Et j'ai fait 25 siècles d'histoire de la philosophie, donc un long séminaire de contre-histoire de la philosophie. Et puis j'avais recommencé. À un moment donné, je me suis dit, il fallait redémarrer un séminaire. Je ferais bien quelque chose sur le socialisme français, parce que je suis un socialiste français dans l'esprit du 19e siècle, c'est-à-dire pas du tout marxiste, mais il y a des Blanqui, des Proudhon, des Ledru-Rollin, des Raspail, dont on ne parle jamais, des Pierre Leroux, des Cabet, qui sont des philosophes extrêmement intéressants, et je voulais démarrer un séminaire là-dessus. Puis finalement, mon père est décédé, j'ai écrit un livre qui s'appelait Cosmos à l'époque, et je me suis dit, j'entame un cycle que j'appelle le Brève encyclopédie du monde, forme un peu ironique, une brève encyclopédie, puisque j'avais prévu 3 volumes, en fait il y aura 6 volumes, et j'avais commencé l'enseignement de Cosmos sur 2 années, qui devait être suivi par l'enseignement de Décadence sur 2 années, et au bout de la 2e année, un certain nombre de gens se sont mis en travers de moi, que ce soit le maire de Caen qui m'a pas trouvé de salle, que ce soit le directeur de France Culture, la directrice de France Culture qui m'a mis à la porte sur ordre, que ce soit les universitaires de Caen qui ont voté l'unanimité contre l'allocation d'un amphithéâtre, que ce soit le directeur du Zénith de Caen qui avait embarqué 15 000 € pour une publicité qu'il n'a pas faite, et j'ai été obligé de faire mon cours sur une semaine, 2 conférences par jour, et le tout sur 7 jours. J'ai fait 14 conférences par jour en une semaine, et il y avait plus de 1000 personnes à chacune des conférences, sans 1 gramme de publicité. La presse n'a rien dit là-dessus non plus. Et je me suis dit, je vais pas continuer à me battre si on veut plus de moi nulle part, quoi. Donc j'ai sabordé cette aventure en disant, on ne veut plus de moi, je m'arrête. Une centaine, je crois, de livres publiés, Michel Onfray, à l'évidence une extraordinaire puissance de travail. Est-ce que une telle surabondance implique forcément des approximations, des superficialités ? Écoutez, si tel avait été le cas, vous pensez bien qu'il y a des gens qui se seraient fait une gloire de pointer tout ça dans le monde et de faire des doubles pages en expliquant mes approximations. Donc je ne lis pas les livres qui m'ont été consacrés, mais ils sont la plupart du temps haineux, très 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 haineux et dans le ressentiment. Et il y a même parfois des moments où l'imposture Onfray, par exemple, on peut pas mieux faire que de nier le travail de quelqu'un en disant que c'est un imposteur. Mais il faut quand même que vous puissiez trouver des difficultés en disant, regardez, par exemple, moi j'ai passé ma vie sur Montaigne, Onfray il a fait un cours sur Montaigne, il dit ça, et ça c'est faux parce que ceci, parce que j'ai jamais eu ça. Alors si, une fois, dans Décadence, j'ai parlé d'un dracard qui aurait été retrouvé dans le Mississippi, et alors il se fait que ce serait une fake news. Bon, Joël Supéry a écrit un livre sur les Vikings pour expliquer que c'est pas si faux que ça, que c'est pas parce qu'on n'a pas trouvé forcément de traces vikings qu'il n'y était pas, et lui a toute une théorie d'ailleurs sur la présence viking un peu partout sur la planète qui ne me donnait pas tort. Il se fait que je m'étais appuyé sur une information qui effectivement était hasardeuse et qui me donne tort. Alors là, effectivement,
effectivement, dans la presse, on a dit que, et aussi bien dans le Canard enchaîné que dans Libération, que j'avais dit n'importe quoi. J'ai embrassé plus de 20 siècles d'histoire dans Décadence, mais il y avait 3 lignes où effectivement je disais que les Vikings avaient descendu le fleuve du Mississippi, et alors là on disait, mais regardez un petit peu combien ce type est approximatif et dit un peu n'importe quoi. Je rappelle quand même que les Vikings découvrent les États-Unis et que personne ne dit que cette thèse est fausse. En l'an 1000, il y a plus de 1000 ans, enfin il y a 1000 ans, et que donc on voit pas comment des Vikings auraient pu ne pas descendre les fleuves là où ils sont arrivés, et donc c'était pas totalement improbable. J'ai pas dit que des extraterrestres étaient arrivés en Floride. J'ai juste émis une hypothèse qui se trouve confirmée par certains que j'appelle des vikinologues, alors que d'autres ne confirment pas. Bon, eh bien, sur ce point factuel, il y a eu effectivement une polémique. Donc vous pensez bien que s'il y a eu des occasions de polémique avec tout ce que j'ai écrit, elles auraient eu lieu et on aurait beaucoup débattu pour montrer que j'étais un personnage sans consistance. Les textes on a beaucoup attaqué mon Freud, on a beaucoup attaqué mon traité d'athéologie, mais avec beaucoup d'insultes. Donc c'était beaucoup d'insultes quand Rodinesco a pris la tête d'une clique en disant que ce livre était sans bibliographie, qu'il n'y avait aucune note en bas de page, alors que finalement il y a 30 pages de bibliographie et qu'il y a 6 ou 7 notes, non pas en bas de page, mais dans les pages même, justement, parce qu'il y avait trop de notes en bas de page et que j'ai pris le pari de les mettre à chaque fois que, derrière chaque citation, à chaque fois qu'il y avait une citation. Quand on me fait dire que j'aurais dit que Hitler avait psychanalysé Sigmund Freud, on se dit, bon, bah, si c'est la seule critique que ces gens-là sont capables de faire de mon travail, c'est qu'effectivement, ils n'ont rien lu. Donc, des approximations, probablement. Je vois pas pourquoi j'échapperais aux approximations alors que tout le monde en fait. Et plus vous travaillez, plus vous êtes susceptible d'en faire. Mais simplement, je dis, regardons, il n'y a pas eu de livre qui puisse paraître aujourd'hui en disant, regardez, il a fait l'équivalent de Botul pour Bernard-Henri Lévy ou je continuerai pas sur la liste de quelques autres qui ont fait des livres avec des sous-livres ou des livres d'à côté ou des livres qu'ils ont pillés ici, là ou ailleurs. Il y a eu quelques procès, mais rappelez qu'il y a eu des procès est toujours un peu problématique. Moi, j'ai pas été condamné pour plagiat, j'ai pas été condamné pour ce genre de choses-là, et j'ai pas été épinglé, sauf une fois avec cette histoire de Drakkar dont on n'aurait pas trouvé de traces, mais la toponymie, c'est-à-dire la science des lieux, rend crédible mon hypothèse. Je renvoie au travail du Joël Tupéry. Effectivement, ça fait partie des critiques habituelles qui me sont faites. Vous avez défini le peuple, Michel Onfray, d'une manière très simple mais très opératoire, si je ne me trompe pas. Le peuple, c'est cette multitude sur laquelle s'exerce le pouvoir. Est-ce que c'est à partir de cette pensée que vous avez soutenu les Gilets jaunes et que peut-être vous avez la détestation depuis tant d'années de la politique classique ? Non, j'ai pas une détestation de la politique classique, j'ai simplement la détestation de quelques-uns qui se sont servis de la politique plutôt que de la servir. Et je vais faire paraître un livre sur De Gaulle-Mitterrand, un portrait croisé de Mitterrand. Tout ce que j'ai pu travailler du côté de De Gaulle, ça a été sublime. C'est-à-dire à chaque fois que j'ai trouvé quelque chose, c'était toujours en sa faveur. Eh bien, quand on fait la même chose avec Mitterrand, quand on cherche et qu'on trouve, c'est toujours en sa défaveur. Quel que soit vraiment le... Donc non, on peut faire de la politique en aimant le peuple, en défendant le peuple, en disant mais je suis là par la force du peuple et si le peuple ne veut plus de moi, je m'en vais. Quand le général de Gaulle dit je crée cette 5e République et le chef de l'État va être élu au suffrage universel direct et si vous ne voulez plus de moi, je m'en vais, il le dit et il le fait. Il perd une élection, il s'en va. Quand il perd l'élection, le référendum de 69, il s'en va. Quand on voit les autres, ils perdent les élections, il reste. La cohabitation, Giscard l'avait envisagée, Mitterrand l'a réalisé 2 fois. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Ces gens ne respectent pas la règle du jeu. Cette constitution de 59 a été détruite par Chirac, qui a été d'ailleurs l'un des plus grands destructeurs de cette constitution. Donc je me dis, mais on avait une règle du jeu, elle était formidable, et puis on supprime le septennat, on instaure le quinquennat, on supprime la conscription, on supprime la souveraineté nationale avec le traité de Maastricht qui fait que la France ne peut plus faire sa politique de manière autonome et indépendante. Donc j'en ai contre ces gens-là qui ont détruit une règle du jeu qui était formidable. Donc j'en ai pas contre la politique au sens large du terme, ou contre les politiciens au sens large du terme, j'en ai contre ces gens qui sont pour le coup des vrais démagogues, eux, qui tiennent un propos au peuple, qui se font élire, et une
fois élu, disent le peuple de toute façon n'en a rien à faire, c'est un marchepied et on lui grimpe dessus pour pouvoir parvenir au pouvoir, mais une fois qu'on est au pouvoir, de toute façon on n'en fait qu'à notre tête. Il y a je pense que c'est dans les Confessions de Rousseau quelque chose d'assez terrible, ça renvoie un peu à ce que je disais tout à l'heure sur la viscéralité de mes engagements politiques, mais Rousseau assiste à un moment donné où un seigneur grimpe sur son cheval et il y a un employé ou un domestique qui se met à quatre pattes pour que le seigneur puisse monter sur son dos afin de pouvoir grimper sur son cheval. Eh bien, je vois la scène, mais c'est des choses que j'aurais pu voir dans ma campagne, vraiment, ça pouvait exister encore avant mai 68. Je pense effectivement qu'un homme politique, c'est quelqu'un qui est au service, c'est quelqu'un qui sert, et ça n'est pas quelqu'un qui se sert. Donc j'ai au contraire un idéal élevé de la chose politique, simplement comme je regarde, que j'ai l'âge que j'ai, et que j'ai un peu de mémoire, je vois effectivement que depuis la disparition du général de Gaulle, c'est pas bien joli. Justement, pardonnez-moi la question un peu complexe qui va suivre, qui synthétise des choses que j'ai lues à votre sujet. Capitalisme libertaire, hostilité à l'égard du libéralisme, anarchisme post-proudhonien. Vous n'êtes pas défavorable à l'État, vous ne souhaitez pas qu'on porte atteinte à la propriété. Est-ce que tout cela ne constitue pas une vision très originale et pensez-vous qu'elle puisse être mise en œuvre dans la France d'aujourd'hui démocratique ? Je vous remercie d'y voir de l'originalité, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de gardiens du temple anarchiste qui sont pour le coup des vrais conservateurs et qui estiment que Bakounine n'a pas dit ça, que Kropotkin ne l'a pas dit et que donc ça ne peut pas être anarchiste. Je veux bien, mais on ne va pas non plus demander à Bakounine de répondre à la question de la procréation médicalement assistée ou à Kropotkin de nous fournir des idées sur la question de la dissuasion nucléaire. Ce sont des pensées du 19e siècle et il se fait qu'il y a eu un siècle entre deux et que nous sommes désormais au 21e siècle. Donc s'il faut penser le socialisme libertaire à nouveau frais, il faut le faire avec notre monde. Donc oui, je suis un défenseur de l'État tout autant qu'un libertaire. On dit mais c'est pas possible, les anarchistes ils veulent la fin de l'État. Les anarchistes du 19e siècle, oui. Parce que l'État à l'époque n'était jamais qu'une machine à opprimer. Mais ça peut être aussi une machine à libérer. Et je renvoie pour le coup aux derniers travaux de Proudhon, Théorie de la propriété, dans lequel Proudhon dit on a besoin de l'État. On a besoin de l'État s'il garantit la formule libertaire. Le capitalisme, je dis mais attention, le capitalisme n'est pas le libéralisme. Le capitalisme c'est l'art de produire des richesses. Et je ne vois pas qu'on puisse penser le capitalisme autrement qu'en relation avec la rareté. Donc je ne suis pas marxiste et je ne prends pas non plus les analyses marxistes. Marx nous dit qu'il y a une date de naissance au capitalisme, donc il peut y avoir une date de décès, et puis la date de décès c'est moi, Marx. C'est-à-dire si on fait la révolution, voilà, on dira c'est fini le capitalisme. Mais alors avant, il se passe quoi ? C'est quoi le mode de production en Égypte, Assur, à Sumer, Babylone, la Grèce, Rome, l'Europe des cathédrales, il n'y a pas de capitalisme là, c'est ridicule. Il y a du capitalisme dès qu'il y a des hommes, et je dis effectivement, regardez ce que nous apprennent les tombes préhistorique, c'est dès qu'on découvre une sépulture préhistorique, il y a des beaux coquillages et pas des graviers, parce que le beau coquillage il est rare, et la rareté c'est ce qui fait que c'est précieux, et le capitalisme c'est ça, c'est l'art de créer de la rareté, c'est l'art de créer des choses précieuses avec de la rareté. Donc évidemment ça prend des formes diverses et multiples, et depuis qu'il y a des hommes il y a du capitalisme. Et je dis on ne s'en défait pas. On ne s'en défait pas. Ça paraît évident, la truffe ça coûte cher aujourd'hui parce qu'il n'y en a pas beaucoup, et les champignons de Paris ça coûte pas cher parce qu'il y en a beaucoup. Et le jour où on fabriquera de la truffe comme on fait du champignon de Paris aujourd'hui, le cours de la truffe s'effondrera, c'est la même chose avec la tulipe. Pendant très longtemps, un bulbe de tulipe coûtait une fortune, et aujourd'hui n'importe qui peut aller acheter pour quelques centimes un bulbe de tulipe au supermarché. Donc effectivement, il faut penser le capitalisme à nouveau frais et expliquer que le problème n'est pas dans la production des richesses. Il est bien évident qu'il faut produire des richesses, mais dans la répartition des richesses. Et c'est là qu'on distingue le capitalisme du libéralisme. Le libéralisme suppose une répartition des richesses à partir d'un schéma déiste du XVIIIe siècle. Le libéralisme, c'est une pensée du XVIIIe qui invite à la fameuse main invisible. Laissez faire le marché, et il y aura une autorégulation à partir du marché qu'on aura laissé libre. C'est tout gentil tout ça, mais ça procède d'une idéologie qui est déiste, c'est-à-dire que il y a Dieu qui voudrait une espèce d'homéostasie des choses, d'équilibre des choses, et si on laisse faire, il y a un équilibre. C'est la fameuse théorie du ruissellement d'un Emmanuel Macron aujourd'hui. Et on interrogeons les penseurs du libéralisme, c'est ce que j'ai fait dans ma contre-histoire de la philosophie, comme Stuart Mill, comme Bentham, etc. Pour dire, mais tiens, comment se fait-il que normalement le libéralisme
produit la richesse, l'homéostasie, la société formidable, ce qu'on nous avait proposé en disant votez pour l'Europe de Maastricht et vous verrez la paix, l'absence de misère, la prospérité, l'amitié entre les peuples, etc. Et que le même Bentham écrive justement sur le panoptique, c'est-à-dire sur la prison. Alors ce régime est censé produire des choses extraordinaires, mais il produit aussi de la prison. Qu'est-ce qu'on met dans les prisons? Des victimes du libéralisme. Tiens, ça marche pas si bien que ça. Et donc je me dis, il faut bien distinguer le capitalisme et le libéralisme. Le capitalisme est indépassable. Le libéralisme est une fiction idéologique. Il est heureux que nous en ayons fini avec la fiction marxiste. Mais nous n'en avons pas fini avec la fiction libérale. La preuve, Emmanuel Macron parlant de la théorie du ruissellement. C'est pas parce que vous avez des gens très riches qu'à la base, avec ruissellement, les pauvres deviendront moins pauvres. Marx avait théorisé la paupérisation, et Proudhon l'avait fait avant lui, et il nous expliquait effectivement que non, pas du tout. L'extrême richesse produisait des riches de plus en plus riches et de moins en moins nombreux, et des pauvres de plus en plus pauvres et de plus en plus nombreux. Donc la paupérisation fait partie de ce qu'on voit aujourd'hui. Il n'y a pas des gilets jaunes sans qu'il y ait ce phénomène de paupérisation derrière tout ça. Donc j'invite à réfléchir en disant le libéralisme ne peut pas être l'horizon indépassable. Le libéralisme, c'est le marché qui fait la loi. Dans un hôpital, le marché ne peut pas faire la loi. Dans une école, le marché ne peut pas faire la loi. Chez un éditeur, normalement, le marché ne devrait pas faire la loi. Et c'est la même chose avec la télévision, c'est la même chose avec les médias, avec la radio, etc. Le marché ne devrait pas faire la loi. Je dis souvent cette histoire que quand on a offert une télévision à mes parents qui n'avaient pas les moyens de se l'offrir, et ils avaient changé de télévision, les voisins, donc ils nous ont offert leur vieille télévision, on a allumé la télévision, ce jour-là est arrivé une image sidérante dont j'aurai toujours en tête, les Perses d'Échille. C'est-à-dire qu'à l'époque du général de Gaulle, la télévision était un instrument d'éducation populaire. Et on ne disait pas, mais alors on a fait combien de points ce jour-là? Et d'abord, il n'y avait qu'une chaîne. Mais on n'était pas dans ce genre de logique du genre, mais qui va mettre de la publicité sur un spectacle comme celui-ci? Aujourd'hui, c'est ça. Donc il faut mettre un maximum de gens devant leur télévision au moment où la publicité va arriver. Ça veut dire que ça baisse, ça baisse, ça baisse. Le marché fait la loi. Eh bien, je suis de ceux qui disent qu'à l'école, à l'hôpital, dans les casernes, avec la police, avec la gendarmerie, avec l'armée, ce ne peut pas être le marché qui fait la loi. Ça n'est pas possible. À l'école, c'est l'instruction qui fait la loi. Chez un éditeur, ça doit être la culture qui fait la loi. Avec la télévision, normalement, ça devrait être l'éducation populaire qui devrait faire la loi, etc., etc. Voilà pourquoi je dis que le capitalisme est indépassable et que le libéralisme est une formule du capitalisme et qu'on peut tout à fait se défaire de cette formule au profit de ce que j'ai appelé effectivement un capitalisme libertaire. Et ça reste à définir. Mais j'ai raconté tout ça dans un livre qui s'appelle « Décoloniser les provinces », qui est un projet politique proudhonien pour aujourd'hui. Et il ne vous étonnera pas d'apprendre que personne n'en a parlé dans la presse. C'était un programme pour les présidentielles en disant, regardez, on peut ne pas être jacobin mais girondin, on peut être proudhonien, c'est-à-dire répartir différemment, produire autrement, fabriquer une autre relation entre les citoyens à partir des provinces, des régions, etc. Personne n'en a parlé. Utopique ou non ? Alors, oui et non. C'est-à-dire c'est une utopie dans la mesure où étymologiquement, ça n'a pas encore lieu. Mais non, parce que c'est quand on aurait dit une idée de la raison. C'est-à-dire c'est une proposition que vous faites. Alors évidemment, entre la proposition, sa réalisation et le réel, il y a des degrés. Donc c'est une utopie parce que je pense que ça ne se réalisera jamais totalement. Mais en même temps, c'est une réalité parce que si nous tendions vers ça, eh bien, on aurait une autre façon de faire de la politique. Ça s'appelle du communalisme dans les villages, mais après, vous faites ça avec les cantons, avec les départements, avec les régions. Il peut y avoir des parlements régionaux, il peut y avoir des provinces qui retrouvent une identité historique pour le coup, pas une identité administrative cinglée comme on a pu le voir avec les découpages de Hollande, qui sont des découpages européens. Bon, moi ça va, je suis normand, réunification des deux Normandies, ça avait un sens historique. Mais vous avez des régions qui ont été fabriquées de manière administrative, là, qui n'ont aucun sens. Il y a des communautés de communes aujourd'hui qui se font, qui n'ont aucun sens non plus, aucun sens historique, géographique, géologique. Ramenons le peuple au peuple et arrêtons de croire que ce sont les Jacobins qui doivent décider, une poignée, les Saint-Simoniens, les Maastrichtiens, ceux que j'appelle les Maastrichtiens sont des Saint-Simoniens, des gens qui disent mais il y a des gens qui savent, laissez faire les techniciens, laissez faire les économistes, les banquiers, les financiers, ce qu'on appelle l'état profond, laissez faire ces gens-là. L'idéal ce serait qu'on arrête de faire voter les crétins, quoi, qu'on arrête de demander au peuple. On a vu cette dame, la Nathalie Loiseau, qui disait mais le peuple peut errer.
Alors c'est drôle, quand le peuple vote pour Macron, il n'erre pas, mais quand le peuple vote pour le Brexit, il erre. C'est-à-dire, en gros, s'il vote comme on veut qu'il vote, le peuple, c'est bien, mais si en revanche, il vote pas comme on le souhaite, alors là, pour le coup, le peuple, il erre, et l'idéal, ce serait quand même de faire l'économie de ces gens-là. Et on a quand même des Luc Ferry, on a quand même des BHL qui nous disent, donc des intellectuels, qui nous disent très clairement que si on pouvait faire l'économie du peuple, ce serait quand même bien. Ou des Jacques Attali, ou des Alain Minc qui nous disent que sur des choses essentielles, on devrait les sanctuariser, et que par exemple, l'Europe, ça devrait être sanctuarisé. Voilà, c'est un absolu. On n'y touche pas, on n'y touche plus. La peine de mort, on n'y touche pas, on n'y touche plus. Moi, je suis abolitionniste, je suis contre la peine de mort. Mais on ne dit pas, ce sera comme ça toujours et définitivement. Je préfère que les gens soient contre parce qu'on leur aura donné les bons arguments, parce qu'on aura fait lire Victor Hugo, parce qu'on aura fait lire Robert Badinter, et qu'on aura invité les gens à penser sur cette question-là. Mais pas en disant, ou vous votez pour nous et le peuple, ça reste très bien, ou vous votez contre nous, pas pour nous, c'est-à-dire contre nous, et alors on vous décapite. Et que le peuple n'est qu'une seule tête, qu'on puisse la lui couper d'un seul coup. Donc, grandeur du petit peuple, vous avez en permanence Maastricht dans le collimateur, et avec talent et avec vigueur. C'est de là que part tout le mal d'aujourd'hui ? Oui et non, c'est-à-dire que le mal, il part du fait que, enfin, il faudrait remonter un peu en amont, c'est 1983, c'est-à-dire qu'à une époque, la gauche, la droite, ça existait de manière assez séparée, ça, on distinguait bien. C'est-à-dire quand vous aviez au congrès d'Épinay en 74 un Mitterrand qui disait « quiconque ne veut pas rompre avec le capitalisme ne peut pas être socialiste », c'était un peu culotté parce qu'il n'en croyait pas un mot, mais c'était pas exactement la même chose que Giscard qui estimait que le modèle était américain, qu'il fallait une Europe fédérée avec une relation tout à fait particulière avec les États-Unis. Il y avait vraiment une vraie rupture entre ces deux mondes. Il y avait à l'époque la crainte d'une Union soviétique qu'on surestimait, d'un bloc de l'Est qui était impérialiste, et on pouvait toujours craindre les fameux chars russes. Il se fait qu'en 89, le mur de Berlin tombe, en 91, l'Union soviétique disparaît, mais en 83, Mitterrand renonce à la gauche aussi. Mitterrand dit « serpent monétaire européen oblige, nous sommes obligés d'ouvrir une parenthèse, et c'est la parenthèse de la rigueur ». Je rappelle que cette parenthèse n'est pas fermée. Et quand elle s'ouvre en 83, eh bien, Mitterrand dit « Bon, j'ai cessé d'être de gauche, comment est-ce que je vais pouvoir continuer à être élu ?» Il instrumentalise le Front National. On le sait, le Front National est créé par, non pas par Jean-Marie Le Pen, mais par François Mitterrand qui a besoin de ce Front National. Donc il intervient auprès de Georges Fillou, patron de chaîne, pour dire « invitez-moi ce monsieur, il a besoin d'être entendu, etc. » Et d'un seul coup, Le Pen se met à monter dans les sondages. C'est formidable, il commence à grimper, et Mitterrand se dit « cassons la droite en deux, et quand elle sera cassée, je pourrai moi repasser. » Ça marche, il est réélu une deuxième fois. Puis à un moment donné, où il fait quand même le constat que bon, ça grimpe, et qu'il faudrait maintenant arrêter Jean-Marie Le Pen. Donc à ce moment-là, il y a Carpentras, une instrumentalisation de Carpentras, puisqu'on sait très bien que le Front National n'était pas derrière ça, mais aujourd'hui, plus personne ne le dit. On sait qui a fait quoi, quand, comment, des jeunes néo-nazis qui estimaient que le Front National était d'extrême droite. Je pense que le monsieur qu'on a retrouvé, qui n'a pas été empalé, mais on a expliqué qu'il avait été empalé avec un manche de pioche, avait dit ensuite Laurent Fabius, alors qu'on avait parlé d'un piquet de parasol. Enfin, on a dit tout et n'importe quoi. Toute la France s'est retrouvée dans la rue. Le président de la République est descendu dans la rue. On nous a expliqué à ce moment-là qu'il fallait... Alors, toutes les télévisions montraient nuit et brouillard en nous disant c'est ce qui nous attend. Et là, on est rentré dans un délire incroyable. Mitterrand instrumentalisant un Front National qui, de toute façon, n'était pas défendable. Entendons-nous bien là-dessus. Mais en disant c'est le nazisme, c'est la Shoah, etc. Et à partir de ce moment-là, on a effectivement estimé qu'il fallait faire de telle sorte que il y ait deux façons de penser en politique, c'est-à-dire l'euro, l'Europe, Maastricht, le marché, etc. Et puis de l'autre côté, le fascisme et le nazisme. Et on y est encore. Et donc, je crois effectivement que Maastricht a été l'occasion de dire « la France, c'est fini ». Mitterrand le dit très précisément, et Jean-Pierre Chevènement rapporte la discussion dans ses mémoires. Mitterrand dit « mais on ne peut plus que passer entre les gouttes. La France, c'est fini, donc on la vend. On la brade. Chevènement voulait une Europe des nations. Mitterrand a dit non, la nation se dilue dans l'Europe. Il n'a pas envoyé Jean Monnet, je confonds et Jean Moulin et Jean Monnet, mais Jean Monnet, lui, au Panthéon. Jean Moulin, De Gaulle, ça signifiait quelque chose. Jean Monnet, autre chose. Jean Monnet, quand même, était payé par la CIA. Sa biographie a été fabriquée par les États-Unis. C'est un personnage qui a été condamné pour avoir fait du trafic avec les gens qui, à l'époque, vendaient de l'alcool, à l'époque de la prohibition aux États-Unis.
il a créé une banque pour... Enfin bon, la biographie est connue pour ceux qui veulent vraiment chercher. Et c'est un personnage qui a voulu en finir physiquement avec le général de Gaulle, qui a travaillé pour les services secrets américains. Voilà, vous envoyez cet homme-là au Panthéon. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc il faudrait mettre tout ça en relation. 83, l'abandon de la gauche à être de gauche. 89, fin du mur de Berlin. 91, disparition de l'Union soviétique. 92, traité de Maastricht, donc renoncement à la souveraineté française. Et puis instrumentalisation du Front National qui continue avec cette idée que maintenant, globalement, on a le choix entre un petit coup à droite, un petit coup à gauche, mais c'est la même politique. C'est-à-dire c'est l'euro, c'est l'Europe, c'est Maastricht, etc. On nous avait dit il y a 30 ans, vous allez voir, c'est formidable, il y aura plus de misère, il y aura plus de pauvreté, il y aura plus de chômage, il y aura plus de racisme, il y aura plus de guerre. Et évidemment, vous êtes contre tout ça. Tout le monde a dit bah oui, on est pour. Et 25 ans après, on se dit, ou voire un peu plus, on se dit mais finalement le chômage a augmenté, la misère a augmenté, le racisme a augmenté, l'antisémitisme c'est hélas jamais aussi bien porté. Et personne n'est capable de dire bah ouais, c'est notre politique depuis 30 ans, peut-être qu'on est un petit peu coupable et responsable. Pas du tout coupable de rien, responsable de rien. Et comme les soviétiques à l'époque des goulags disaient ah mais finalement il y aurait un peu plus de communisme, il y aurait plus de goulag. Là on nous dit s'il y avait un peu plus de libéralisme, un peu plus d'Europe, il y aurait moins de misère, etc. Mais non. La paupérisation, elle est fabriquée. Alors, il y a des gens aujourd'hui qui se portent très très bien, et puis des gens qui se portent très très mal. Et donc, les grandes fortunes vont bien. Elles ont d'ailleurs, il n'y a pas de problème, elles ne se prennent pas de balles en caoutchouc dans la tête, elles ne se font pas réprimer, on ne les met pas sur écoute. Quand leur argent est dans des endroits, dans des paradis fiscaux, ils n'ont aucun problème, on ne va pas les chercher, ils échappent à l'impôt, c'est pas un problème, mais ce sont les autres qu'on tabasse. Donc, je crois effectivement que l'état des lieux, il est celui-ci, et que la misère intellectuelle, là où elle est la plus vive, c'était dans les gilets jaunes dès le départ. Et je dis effectivement que les gilets jaunes des ronds-points, c'était ceux qui disaient non pas on ne veut pas de Maastricht, il n'y avait pas une élaboration conceptuelle à ce point-là, mais juste des gens qui disaient mais on n'a plus les moyens de payer 3 centimes d'augmentation du litre de carburant parce qu'on n'a pas d'argent. C'est pas qu'on ne veut pas payer d'impôts. On a dit, oh là là, mais ils veulent pas payer d'impôts. Ça, c'est bien un marqueur de droite, voire d'extrême droite, mais pas du tout. Ce sont juste des gens qui ont dit, mais on n'a pas les moyens d'acheter des cadeaux à nos enfants. Noël arrive, on ne peut pas. On dort parfois dans nos voitures. On travaille, on n'a pas les moyens d'aller au cinéma, ou etc. Ils ont juste dit ça, ces gens-là. Ils ont juste dit, vous avez vu dans quel état vous nous laissez. C'était les vrais misérables d'aujourd'hui. On leur a dit taisez-vous et voilà pourquoi j'ai écrit ce livre, pour dire mais je vous entends, je vous comprends, je suis à vos côtés, mais même si ça sert pas à grand chose. Pour bien faire comprendre votre point de vue international, Michel Onfray, quel lien faites-vous entre la politique internationale et le terrorisme islamiste? Parce que vous avez pris des positions qui parfois ont été mal interprétées. Oui, qui ont surtout, évidemment, quand vous dites que vous êtes contre la guerre en Irak, vous êtes fustigé. Moi, je me souviens à l'époque, et personne ne reprend Bernard-Henri Lévy là-dessus. Je me souviens quand même que quand il était question de Jean-Pierre Chevènement, Bernard-Henri Lévy faisait des chroniques dans lesquelles il le traitait de sadamite. Ça n'a pas gêné, ça. Personne n'a estimé que c'était des insultes à caractère sexuel et que ça méritait un tribunal médiatique. Non, on était des sadamites à l'époque. Donc ça voulait dire effectivement que les sodomites sont des gens détestables et que, etc., etc. Là, il y a une espèce d'extraterritorialité. Donc on était sadamites quand on défendait, non pas Saddam Hussein, mais qu'on défendait des régimes laïques parce que l'islam intégriste était contenu. On fait pas de la politique et de la géostratégie avec des bons sentiments. On se dit juste qu'effectivement Saddam Hussein n'était pas un parangon de démocratie et la Libye de Kadhafi non plus, mais qu'il vaut mieux des gens qui ne soient pas des parangons de démocratie, mais qui soient des partenaires possibles de l'Occident en étant des laïcs, parce qu'ils étaient des laïcs, plutôt que de mettre un bazar total en estimant bêtement, comme un élève de Sciences Po, qu'en faisant tomber une dictature, surgit immédiatement une démocratie, ce qui est toujours la thèse de Bernard-Henri Lévy. Donc effectivement, j'ai dit très vite et très tôt qu'il fallait que nous puissions nous appuyer de manière internationale sur des régimes laïques quand il s'agissait de pays musulmans. Quelle erreur de ne pas avoir soutenu le Shah d'Iran! Tout de même, ce sont les États-Unis qui ont fait tomber le Shah d'Iran. Alors le Shah d'Iran, d'accord, la SAVAK, la police politique, on est tous d'accord là-dessus. Enfin, j'ose espérer. Mais est-ce que c'était mieux l'ayatollah Khomeini? Est-ce que c'était mieux l'embrasement de la planète à partir du moment où on a eu une théocratie musulmane à ce moment-là? Donc je crois qu'il faut remonter à cette date-là. Ce sont les bêtises des Américains
il aurait fallu soutenir le Shah d'Iran, il aurait fallu soutenir Saddam Hussein, il aurait fallu soutenir Kadhafi, en estimant que c'était évidemment pas des héros, mais moi j'ai souvenir quand même dans Paris d'avoir vu des images d'Adolf Hitler, parce qu'on assimilait Saddam Hussein à Adolf Hitler. Mais où sont les 6 millions de morts? Où sont les chambres à gaz de Saddam Hussein? Tout de même, si on fait le compte des morts depuis que Saddam Hussein a disparu d'Irak et jusqu'à aujourd'hui, on verra que effectivement le régime sanglant de Saddam Hussein, c'est probablement pas grand-chose par rapport à ce qui a suivi ensuite. Donc je dis juste que nous sommes fautifs de deux choses qu'il faut distinguer, c'est-à-dire une espèce de... Houellebecq a très bien raconté tout ça dans Soumission, une espèce de soumission à l'islam en France. Donc une espèce d'islamophilie sidérante. On a une jeune fille qui est pas très élaborée, mais enfin qui s'en vient nous dire que je vais pas être grossier, mais qui est grossière avec le prophète, grossière avec l'islam. Moi, je pense qu'on peut être critique à l'endroit des religions sans être grossier. Et d'un seul coup, on la menace de mort. Et puis on a le personnage du conseil français de musulmans qui nous dit après tout, on n'a qu'à assumer. Le parquet qui dit mais nous ouvrons une enquête, on va voir si cette jeune fille n'est pas condamnable pour un. On dit mais qu'est-ce que ça veut dire quoi? Enfin tout de même. Donc d'un côté, on dit n'importe quoi sur le terrain de l'islam français parce que la République n'est pas respectueuse de ses valeurs, liberté, égalité, fraternité, laïcité, féminisme. Défendons ça, bon sang. Et puis de l'autre côté, on bombarde tous les pays musulmans sur la planète et on se met à dos des peuples musulmans qui avaient des chefs qui les gouvernaient. Donc je dis effectivement que, j'ai dit dans un tweet que évidemment on s'est empressé de commenter en ma défaveur, que nous récoltions nationalement ce que nous avions semé internationalement. Michel Onfray, et là c'est le Bilger intime qui parle, vous êtes impitoyable à l'égard de toutes les religions et en particulier du catholicisme. Parfois, je regrette que vous soyez si dur parce que je me dis que votre talent et votre intelligence pourraient utilement venir au secours de certaines religions qui sont traînées dans la boue. D'où vient cette détestation profonde? Parce que je peux la comprendre, mais vous l'exprimez avec une fureur et c'est relativement... Vous ne leur laissez pas la moindre chance. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je comprends que j'ai pu blesser, mais j'ai donné des faits. J'ai hélas donné des faits. J'aurais préféré, moi, que par exemple le Vatican mette Mein Kampf à l'index. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Alors qu'il a mis à l'index le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, ou avant les œuvres de Bergson, par exemple, que Descartes est à l'index, que Pascal est à l'index, que Montaigne est à l'index. Mein Kampf n'a jamais été mis à l'index. Je dis, le Vatican, par exemple, a estimé qu'il fallait poursuivre tous les communistes parce qu'ils étaient des athées, les excommunier et leur promettre une damnation éternelle aux communistes parce qu'ils étaient des communistes. Ça n'a jamais été fait pour le national-socialisme. Je dis, quand il y a eu des criminels de guerre et qu'il y a eu les libérations, le Vatican a fourni des visas qui ont permis à des criminels de guerre, en passant par des monastères, de quitter l'Allemagne, d'arriver en Italie et avec un visa du Vatican, d'aller finir leur existence en Amérique du Sud et de devenir là, souvent, parfois, des conseillers des dictatures d'extrême droite parce qu'elles étaient anticommunistes. Alors, je veux bien être impitoyable, mais je veux dire qu'on m'explique que tout ça est faux. Qu'on m'explique que, par exemple, sur les ceinturons d'Adolf Hitler, alors qu'il est écrit Gott mit uns, c'est-à-dire Dieu avec nous, on nous dit Hitler était un païen, était un athée, mais pas du tout. Il faut lire Mein Kampf. Adolf Hitler défend le catholicisme, il dit beaucoup de bien de Jésus chassant les marchands du temple. C'est pas moi qui invente ça. Alors on me dit vous êtes d'une extrême violence, mais je me contente juste de dire des choses. Je dis mais faites-moi la démonstration que tout ça est faux. Et puis à ce moment-là, qu'il n'y a pas eu d'inquisition, qu'il n'y a pas eu de tribunaux qu'on n'a pas brûlé autant de sorcières, qu'on n'a pas fait d'autodafé, que Saint Paul lui-même n'a pas fait d'autodafé, que Saint Paul n'est pas représenté avec une épée. On me dit mais c'est l'instrument de son martyr. Je dis alors et Saint Pierre les clés c'est quoi? C'est l'instrument de son martyr les clés. On l'a martyrisé avec les clés Saint Pierre. Donc non, c'est le symbole de Saint Paul l'épée parce que le glaive a été l'instrument avec lequel on a christianisé et j'allais dire l'empire mais et l'Europe et le monde. Donc je pense que quand on dit alors j'ai trouvé finalement votre présentation un peu violente. Un jour André Comte-Sponville a dit que je crachais sur la religion. Je lui ai envoyé un message en lui disant mais ça veut dire quoi cracher, c'est insultant. Je ne crache pas, je donne des faits et qu'on m'explique
qu'on m'explique que tout ça est faux, que qu'Hitler n'était pas un défenseur du christianisme. Il a fait une défense du christianisme en disant qu'il fallait que le christianisme soit celui du glaive de Saint Paul et qu'il fallait un christianisme agressif, antisémite, celui évidemment du Christ qui chasse les marchands du temple qui sont juifs, etc. Je dis mais débattons là-dessus. Alors que finalement, on ne le fait pas. Je dis de Jésus qu'il n'a pas existé historiquement. On dit mais quel mépris, etc. Mais je dis mais vous avez le droit de croire qu'il est né d'un père qui n'a pas eu de relation sexuelle avec Marie, que c'est le Saint-Esprit qui l'a rendu possible, qu'il est le Fils de Dieu et qu'en même temps il est reparti au ciel. Vous pouvez croire ça, je ne vous interdis pas ça. Mais je dis mais moi j'ai le droit en tant que philosophe de ne pas y croire. Et de croire que j'ai une autre généalogie à donner de Jésus qui pour moi existe, mais comme un personnage conceptuel. Les Juifs disent du Messie qu'il arrivera, et certains Juifs disent non, il n'est pas arrivé, il n'est pas à venir puisqu'il est déjà arrivé, il s'appelle Jésus, il a fait ceci, etc. L'existence de Jésus est un collage du Messie tel qu'il est annoncé dans le Pentateuque, dans la Torah. Qu'on me donne tort. Tout ce qu'on peut dire après sur l'existence, sur la biographie de Jésus va dans mon sens. Une thèse qu'on appelle mythiste. On dit bah ouais d'accord, Napoléon n'a jamais existé, et puis Socrate non plus. Je dis bon d'accord, vous pouvez penser comme ça, mais faites-moi la preuve que j'ai tort. Et discutons sur les textes. Par ailleurs, j'ai créé un livre qui s'appelle La stricte observance. Je suis allé m'enfermer à la trappe pour lire La vie de Rancé par Chateaubriand. J'ai fait un petit livre, c'est paru chez Gallimard, personne n'en a parlé, je l'ai lu. et c'est un livre dans lequel je dis que, et je le dis déjà à la fin du traité de la théologie, je dis mais moi je n'ai rien contre les agenouillés, j'ai contre les agenouilleurs. Donc mon problème c'est pas la religion, c'est qu'au nom de la religion, on impose un mode de vie aux gens. Je n'ai rien contre la religion, tant qu'elle ne dit pas aux autres comment il faut qu'ils se comportent. Michel Onfray, malheureusement c'est la fin. Vous parliez des deux personnes qui ont le plus compté dans votre vie et qui demeurent dans votre cœur. Serait-il fier, votre père et cette personne que vous avez perdue au bout de 34 ans, serait-il fier du Michel Onfray formidablement contrasté d'aujourd'hui ? 37 ans, la vie avec Marie-Claude, c'était 37 ans. Pardon. Et non, je vous en prie. Et je ne peux pas les faire parler. Je ne peux pas. D'abord, c'était des gens très discrets, très modestes, très silencieux, qui n'étaient pas du genre à dire du bien. Si on faisait le bien, il n'y avait pas de raison de dire qu'on faisait le bien, puisqu'on faisait le bien, donc on faisait son devoir. Donc il n'y avait pas de raison de dire qu'on était formidable, qu'on avait bien fait, que c'était extraordinaire, que c'était pas le genre, ni de Marie-Claude, ni de mon père, parce que c'était ce qu'il fallait faire. Donc éventuellement on disait que ça c'était peut-être pas bien, ça on pouvait dire que ça n'allait pas, mais on ne disait pas quand ça allait, parce que c'était normal ou naturel. Donc je ne les ferais pas parler, ça surtout pas, j'ai trop de respect pour ça, je ne crois pas en leur survie ou en leur existence ailleurs, mais là où ils sont, c'est-à-dire en moi, et ils font partie effectivement de mes critères de jugement. J'aimerais ne pas avoir à rougir devant eux si je devais réapparaître, ou s'ils devaient me réapparaître. Ce sont les seuls juges qui comptent et qui importent pour moi. C'est pourquoi je suis si fort, d'une certaine manière, si vous me permettez cet éloge, c'est-à-dire que je suis totalement indifférent à ce qu'on peut dire ou raconter, je sais ce que je fais, je sais qui pourrait me juger, ceux qui peuvent me juger ne sont pas là, ne sont plus là, et le reste importe peu. Je vous remercie, Michel Onfray. C'est moi. Nach